Au galop, les 4 sabots d'un cheval quittent-ils le sol en même temps? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Depuis son invention, la photographie n'a cessé de progresser. Les procédés deviennent plus fiables, les objectifs plus performants et les temps de pose plus courts. À partir des années 1880, une véritable révolution est en marche. La photographie ne sert plus uniquement à représenter le monde, elle devient capable de révéler ce que l'œil humain est incapable de percevoir. Un mouvement trop rapide, une expression fugace, l'intérieur du corps humain ou même les profondeurs du ciel. Ce qui nécessitait autrefois de longues explications peut désormais être démontré en une fraction de seconde. Nous entrons également dans l'âge d'or de l'amateurisme photographique. De nombreux passionnés, souvent fortunés, disposent du temps et des moyens nécessaires pour expérimenter. Leurs recherches vont profondément transformer notre compréhension du monde. Parmi eux, 2 hommes vont jouer un rôle essentiel, Edwin Muybridge et Étienne Jules Marey. Edwin Muybridge naît le 9 avril 1830 à Kingston-upon-Thames, dans la banlieue de Londres. En 1850, il émigre aux États-Unis, se forge rapidement une solide réputation de photographe. Mais Muybridge est aussi un personnage excentrique, parfois difficile à cerner. Sa vie bascule en 1874 lorsqu'il découvre que sa jeune épouse entretient une relation avec un autre homme. Fou de colère, il abat l'amant de celle-ci. Son procès fait grand bruit, contre toute attente, et est acquitté, le juré estimant que son geste était en quelque sorte justifié par les circonstances. Cette affaire interrompt ses travaux. Il quitte temporairement les États-Unis et voyage en Amérique centrale avant de revenir poursuivre ses recherches. Quelques années plus tôt, en 1872, l'ancien gouverneur de Californie et magnat des chemins de fer, Leland Stanford, lui avait confié une mission particulière. Une question passionne alors les amateurs de chevaux. Lors d'un galop, les 4 sabots quittent-ils le sol simultanément? Personne ne parvient à l'affirmer avec certitude. Pour résoudre cette énigme, Muybridge imagine un dispositif inédit. Il dispose d'une série d'appareils photographiques le long d'une piste. Chaque appareil est relié à un fil tendu que le cheval rompt en passant. Les obturateurs se déclenchent alors les uns après les autres. En 1878, l'expérience est un succès. Les photographies démontrent qu'à un instant précis du galop, les 4 sabots sont effectivement suspendus dans les airs. La démonstration fascine le public. Pour la première fois, la photographie prouve quelque chose que l'œil humain était incapable de voir. Le zoopraxiscope aux portes du cinéma. Muybridge ne tarde pas à comprendre le potentiel de ces images. Il connaît déjà plusieurs dispositifs populaires, comme le phénakitiscope ou le zoostrope, qui donne l'illusion du mouvement grâce à une succession rapide d'images fixes. Mais ces appareils présentent une limite importante. Une seule personne peut les observer à la fois. Muybridge voit plus grand. Il souhaite projeter ces images devant un public entier. Il invente alors le zoopraxiscope. Le principe consiste à projeter sur un écran des images peintes sur un disque de verre en rotation. Pour obtenir une image correcte, Muybridge utilise un procédé remarquable pour l'époque, la déformation anamorphique. Les silhouettes sont volontairement déformées sur le disque afin de retrouver leur proportion normale lors de la projection. Les spectateurs découvrent alors des chevaux galopants, des oiseaux battant des ailes ou des hommes en mouvement. Nous sommes encore loin du cinéma moderne, mais le principe est déjà là. Le zoopraxiscope constitue l'une des étapes essentielles qui mèneront à l'invention du cinéma quelques années plus tard. En 1881, Muybridge entreprend un projet colossal avec l'Université de Pennsylvanie. Son objectif est d'étudier systématiquement les mouvements humains et animaux. Pendant plusieurs années, il réalise près de 100 000 photographies. 11 volumes seront publiés contenant environ 20 000 reproductions. Les sujets photographiés marchent, courent, sautent, montent des escaliers, portent des objets
ou pratiquent différents sports. Malgré le puritanisme de l'époque victorienne, Muybridge photographie également des hommes et des femmes nus afin de mieux observer les mouvements du corps. Les différences de traitement entre les sexes sont révélatrices de la société de l'époque. Les hommes sont souvent représentés dans des activités considérées comme viriles, course, saut, lutte, boxe. Les femmes apparaissent plus fréquemment dans des tâches domestiques, balayer, nettoyer ou porter un châle. Ces images auront une influence considérable sur les artistes, les anatomistes et les futurs cinéastes. Pourtant, certains scientifiques considèrent la méthode de Muybridge comme imparfaite. Parmi eux se trouve Étienne Jules Marey. Né le 5 mars 1830 à Beaune, Marey effectue ses études secondaires en Bourgogne avant de rejoindre Paris pour étudier la médecine entre 1849 et 1859. Physiologiste renommé, il s'intéresse depuis longtemps au mécanisme du corps humain. À une époque où la majorité des photographes réalisent encore des portraits figés, Marey veut comprendre comment les êtres vivants se déplacent. Lorsqu'il rencontre Muybridge en 1881, il est convaincu de l'intérêt de la photographie, mais cherche une méthode plus précise. Il met alors au point plusieurs appareils chronophotographiques. Le plus célèbre est son fusil photographique. Inspiré par la forme d'une arme de chasse, cet appareil contient un disque portant 12 images successives. Avec un temps d'exposition pouvant atteindre 1/720e de seconde, il permet de saisir les différentes phases du vol d'un oiseau. En environ une seconde, 12 images sont enregistrées. L'appareil peut suivre un sujet en mouvement avec un seul instrument, alors que le système de Muybridge nécessite de nombreux appareils alignés. Cette innovation constitue une avancée majeure. Après 1886, l'utilisation des plaques puis des films à gélatine permet à Marey d'augmenter encore les cadences de prise de vue. Il atteint progressivement plusieurs dizaines d'images par seconde, ouvrant directement la voie à la caméra cinématographique. Ses travaux sont réunis dans plusieurs publications majeures, notamment son célèbre ouvrage consacré à la physiologie du mouvement. Les découvertes de Muybridge et Marey démontrent que la photographie peut révéler l'invisible. Les médecins s'en emparent rapidement. À Paris, le neurologue Jean-Martin Charcot utilise la photographie pour étudier les maladies nerveuses, les expressions involontaires, les spasmes musculaires et certaines manifestations neurologiques peuvent désormais être observées avec précision. Parmi les phénomènes étudiés figure notamment le blépharospasme, une contraction involontaire des paupières. La photographie permet de figer ces instants et d'en conserver une trace durable. Pour la première fois, l'image devient un outil médical. En 1895, une autre révolution bouleverse le monde scientifique. Le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X. Très rapidement, il réalise les premières radiographies de l'histoire. Pour la première fois, il devient possible de voir l'intérieur du corps humain sans intervention chirurgicale. L'image d'une main laissant apparaître les os sous la peau fait le tour du monde. La photographie franchit une nouvelle frontière. Elle ne se contente plus d'observer le visible, elle révèle désormais l'invisible. Pendant que les médecins explorent le corps humain, les astronomes tournent leur objectif vers le ciel. Le Français Jules Janssen adapte la photographie à l'observation astronomique. Son télescope devient également un appareil photographique. Les observations peuvent être enfin conservées et étudiées longtemps après leur réalisation. Quelques années plus tard, l'astronome écossais David Gill réalise depuis l'Afrique du Sud des photographies d'étoiles, de nébuleuses et de comètes. Il participe à l'un des premiers grands projets internationaux de cartographie photographique du ciel. Grâce à la photographie, l'univers devient lui aussi un terrain d'exploration. La photographie transforme également le travail de la police. À la préfecture de police de Paris, Alphonse Bertillon découvre des millions de fiches administratives et des dizaines de milliers de photographies d'identité conservées dans un désordre quasi total. Les descriptions physiques sont vagues, les récidivistes changent d'apparence ou grimacent volontairement devant l'objectif. Identifier un individu devient extrêmement difficile. Obsédé par l'ordre et la classification, Bertillon imagine un système entièrement nouveau.
Il mesure le crâne, les bras, les jambes, les oreilles, le nez, les lèvres et de nombreuses autres caractéristiques physiques. Chaque individu reçoit une fiche extrêmement détaillée. Il impose également 2 photographies standardisées, l'une de face et l'autre de profil. Le bertillonnage est né. Les résultats sont spectaculaires. Dans les 2 mois qui suivent, la mise en place de nombreux récidivistes sont identifiés avec succès. Le système est rapidement adopté à l'étranger et exporté jusque dans les pays aussi éloignés que la Nouvelle-Zélande. Certains services y ajoutent même des photographies des mains avant l'adoption généralisée des empreintes digitales. Bertillon est également à l'origine de la photographie moderne des scènes de crime. Il photographie méthodiquement les lieux avant tout déplacement du corps ou des preuves. Il met au point des systèmes de grilles et de repérage qui permettent d'analyser avec précision les déplacements et les actions du criminel. La police scientifique moderne est en train de naître. Les artistes, découvrant un nouvel outil, l'influence de la photographie ne se limite pas à la science. Les artistes s'y intéressent eux aussi. Certains peintres la rejettent, craignant qu'elle ne remplace leur art. D'autres comprennent rapidement qu'elle peut devenir une alliée précieuse. Eugène Delacroix utilise notamment des photographies de nus réalisées par son ami Eugène Durieux. Ces images lui servent de base pour certaines compositions peintes. La photographie lui permet d'étudier avec précision les postures et les jeux de lumière. Les réactions restent cependant partagées. William Turner refuse totalement ce nouveau médium. À l'inverse, certains artistes s'enthousiasment devant ces possibilités inédites. Parmi les peintres fascinés par la photographie, Edgar Degas occupe une place particulière. À partir des années 1890, il l'utilise régulièrement pour préparer ses œuvres. Ces célèbres danseuses lui servent de sujet favori. Contrairement aux représentations académiques traditionnelles, Degas s'intéresse aux gestes spontanés, une danseuse qui ajuste sa bretelle, une autre qui s'étire ou attend son entrée en scène. Ces attitudes naturelles choquent parfois le public de l'époque, mais annoncent déjà la modernité du XXe siècle. Vers 1895, Degas acquiert probablement un appareil Kodak destiné au grand public. Il réalise lui-même ses photographies et fait poser ses amis. Les danseuses restent toutefois son thème de prédilection. Il les photographie aussi bien sur scène que dans les coulisses. Ces clichés nourrissent ensuite ses pastels et ses peintures à l'huile. Comme de nombreux photographes de son époque, il utilise également l'image pour les cartes de visite, certains supports publicitaires. Malheureusement, sa vue se dégrade progressivement. Cette maladie l'oblige à abandonner peu à peu la photographie, puis la peinture. Entre 1880 et 1914, la photographie connaît l'une des périodes les plus riches de son histoire. Elle décompose le mouvement, révèle les maladies, permet de voir à travers le corps humain, explore les étoiles, aide la police à identifier les criminels et inspire les plus grands artistes. En quelques décennies seulement, elle cesse d'être une simple technique de reproduction. Elle devient un outil scientifique, judiciaire, artistique et documentaire capable de transformer notre compréhension du monde. Et cette révolution n'est pas terminée, car bientôt, grâce à des appareils toujours plus simples et moins coûteux, la photographie va quitter les laboratoires et les ateliers pour entrer dans la vie quotidienne de millions de personnes. Après avoir appris à révéler l'invisible, la photographie va bientôt devenir accessible à tous. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Kodak va transformer un loisir réservé à quelques passionnés en une pratique populaire à l'échelle mondiale. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un message, ainsi qu'à vous abonner. Ciao, bonsoir.